Donc, c'est un webinaire pensé et organisé par l'école multimédia en partenariat avec Donut Panic. Alors justement, on va présenter rapidement ce que c'est. Donc Donut Panic, c'est la boîte que j'ai cofondée avec Pierre Minelli. On est une boîte de conseil en design d'expérience utilisateur. Et voilà, on fait tout un tas de choses, notamment dans le domaine de la formation. Oui, et moi, je suis Maria Ruiz, responsable pédagogique adjointe à l'école multimédia, aussi coordinatrice pédagogique des formations des marketing communication et aussi des développements web. Voilà, l'école multimédia Euh, qui d'ailleurs a lancé un nouveau diplôme sur l'intelligence artificielle, hein. oui, cette année, en 2024, dans cette filière de développement web, on a commencé ces masters de niveau 7. L'école est fondée depuis 1996 et dans les formations digitales. Et aujourd'hui, on a des formations pas seulement dans les développements web, mais aussi dans la création digitale et la communication et les marketing. Des titres CP, des formations en alternance. On a aussi une initiale. Voilà. Ok, ça marche. Merci. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc, comment enseigner à l'ère de l'IA? Nos conseils pour réinventer la pédagogie. On aura deux parties pour ce webinaire. Une première partie qui va être centrée sur les impacts de l'IA sur la pédagogie. Et puis une deuxième partie plutôt sur des cas d'usage à l'école multimédia, dans lequel il y aura aussi des pistes de comment on peut utiliser l'IA de façon intelligente dans la pédagogie. Alors, le gros chiffre pour commencer, vous le connaissez sans doute, plus 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, hein. Donc, c'est le taux d'adoption de ChatGPT. Juste après son lancement, en 2 mois, ils avaient atteint 100 millions d'utilisateurs. On voit du coup à droite, en nombre de mois, combien avait mis d'autres services web, hein, Google Translate en 78 mois, Instagram en 30 mois et TikTok en 9 mois. Donc, on voit que c'est vraiment un taux d'une adoption ultra rapide, à tel point que les analystes d'UBS, qui d'ailleurs ont proposé cette charte, enfin ce graphique que vous voyez à droite, disent en 20 ans d'analyse des acteurs d'Internet, nous ne souvenons pas d'une acquisition aussi rapide pour une application web à destination des utilisateurs, des consommateurs. Alors, vous connaissez peut-être aussi le Hype Cycle for Artificial Intelligence de Gartner. Donc, c'est basé sur le Hype Cycle, qui est effectivement une façon de symboliser les différentes étapes par lesquelles on passe euh, lorsqu'il y a une innovation. Donc, avec des moments, bien sûr, de hype au début, un gros pic de la hype, hein, on voit que c'est quand la courbe se monte, et puis finalement, après, un fossé suivi directement par un fossé, et puis ça remonte doucement jusqu'à une adoption plus pérenne. D'après Gartner, en 2024, une étude qui est sortie il y a quelques mois, il pense que l'IA générative, qui est ici entourée en rouge, est exactement entre deux étapes clés, entre l'étape du pic des attentes exagérées et celle du creux de la désillusion. Donc, d'après Gartner, on va vite finalement se rendre compte des limites de l'IA générative. Et donc, il va y avoir un léger désamour dans les prochaines années pour finalement, dans 2 à 5 ans, devenir atteindre ce qu'ils appellent le plateau de la productivité. Donc, le moment où on va vraiment avoir des utilisations hyper intéressantes qui auront intégré notre quotidien avec l'IA générative. Alors, un petit quiz pour commencer. Je vais vous demander de participer directement dans la conversation sur Teams. Combien d'utilisateurs depuis fin août 2024, donc depuis la fin de l'été 2024, il y a quelques mois, combien d'utilisateurs actifs mensuels de ChatGPT d'après vous? Donc réponse A, environ 90 millions, une baisse de 10%, les gros nazes. Réponse B, toujours environ 100 millions, pas fou. Réponse C, 200 millions, x2, c'est pas mal. Réponse D, 800 millions, x8, 10% de la population mondiale. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez dans le chat, dans la conversation sur Teams. Alors, on a surtout des réponses C et on a aussi une réponse D. Alors, Frédéric pense que c'est réponse A avec une baisse de 10%. Non, la bonne réponse était effectivement la réponse D.
D'après Usine Digitale, on estime qu'aujourd'hui, il y aurait x8 un utilisateur depuis donc les deux mois qu'on a vu au slide précédent, dans les slides précédents, où on avait atteint 100 millions d'utilisateurs. Là, maintenant, ce serait donc un équivalent de 10% de la population mondiale qui utiliserait ChatGPT mensuellement. Ça n'a pas faibli pour le moment, en tout cas. Voilà, Ouais, là, Maria. maintenant. De mon côté, j'aimerais parler des cadres internationaux de l'UNESCO. Non? Qu'est-ce que est le rôle de l'intelligence artificielle dans l'éducation et comment justement l'UNESCO peut nous aider à nous accompagner dans cette transition. Justement, comme on vient de voir, non, l'IA générative a gagné en visibilité mondiale. Et en fait, cette transformation doit impérativement respecter les principes d'inclusion et d'équité dans l'éducation parce que ça donne beaucoup d'opportunités, mais il faut transformer les pratiques voilà, de manière que en fait, l'UNESCO peut nous aider à faire cette transition. Non? Et donc, justement, ils ont tiré un peu la sonnette d'alarme parce que l'IA se déploie dans les écoles d'un rythme trop rapide, comme on peut le voir aussi nous dans notre quotidien, et sans suffisamment de contrôle ou de surveillance dans le cadre réglementaire de la part des pouvoirs publics. Et ici, je donne quelques chiffres parce que d'après une enquête faite par l'UNESCO, dans plus de 450 écoles et universités, moins de 10% d'entre elles disposent de politiques ou d'orientation formelles sur l'utilisation de l'AIA. Et en réalité, ces lacunes s'expliquent en partie pour manque des réglementations nationales. Donc ici maintenant, on peut parler de plusieurs documents qui sont en train de mettre en place pour donner ces cadres. On aimerait parler aujourd'hui du cadre des compétences de l'IA destiné aux enseignants. C'est un référentiel que l'UNESCO a fait pour les enseignants et aussi pour ceux qui organisent des formations dans les établissements. Ici, dans ces codes QR, vous pouvez le télécharger si vous voulez. Et il est disponible seulement en anglais, par contre. Et il y a en fait 4 compétences clés pour le développement des compétences de l'AIA dans un état d'esprit axé sur l'humain, parce que l'objectif, c'était d'aider les élèves à comprendre les pouvoirs de l'AIA et c'est l'approprier d'une manière positive. L'éthique de l'IA, parce qu'il faut transmettre les bases d'un usage responsable avec des pratiques sûres, une éthique intégrée dans la conception. Les techniques et applications de l'IA, parce qu'à un moment donné, les élèves doivent maîtriser les connaissances et les compétences fondamentales sur comment l'IA fonctionne elle-même et la conception de l'IA et éventuellement aussi impliquer les élèves dans le développement des technologies en utilisant l'IA. Donc, ces cadres, enfin ces référentiels, l'idée de ces cadres, c'est faire un appel à l'action aux enseignants pour donner des orientations et préparer les élèves et les enseignants à relever des nouveaux défis, naviguer dans ces contextes en pleine évolution d'une manière avec plus d'orientation plus basée sur ces 4 compétences. Quentin. Ouais. Donc, j'aimerais bien en fait, faire un petit questionnaire parce que comme vous êtes sûrement des enseignants ou des maîtres d'apprentissage ou voilà, vous travaillez en relation avec l'éducation en général, quel est votre niveau des progressions, des compétences selon l'UNESCO? L'UNESCO propose trois niveaux. Le premier, c'est acquérir. Donc, c'est un niveau découverte, en fait, conçu pour les enseignants débutants, qui vise à établir une culture des bases et transmettre les compétences. Ça veut dire avoir des connaissances, en gros. Les niveaux 2, approfondir, c'est quand on a un peu de maîtrise. Et les enseignants qui ont déjà des connaissances commencent à appliquer l'IA pour améliorer les pratiques pédagogiques. Et finalement, les niveaux créés, c'est un niveau plus expert parce que ce n'est pas seulement l'application de l'IA, mais aussi la utilisation utiliser l'IA pour créer des nouveaux outils pédagogiques justement et transformer la pédagogie en se basant dans les principes éthiques
aussi que cela propose, l'organisme propose. Donc, on va faire 3 petites questions. L'idée, c'est un peu utiliser ce questionnaire pour vous, pour réfléchir là où vous êtes et aussi vous donner un peu des pistes pour la suite. Qu'est-ce que vous pouvez faire par la suite? Si vous êtes dans un niveau 1, comment passer au niveau 2 ou 2 au 3? Et si vous êtes en 3, bah, bravo. Voilà. Et donc, on va commencer par la première question. Si vous devez sensibiliser vos apprentis aux enjeux éthiques de la IA, quelle démarche adoptez-vous? Donc, A, vous organisez un débat sur les risques de l'IA en vous basant sur des articles introductifs. B, vous proposez une activité où les apprentis analysent les biais possibles d'un outil IA et identifient les solutions. Ou vous concevez un module de formation interactif intégrant des études des cas et des exemples concrets de gouvernance éthique de l'IA. Donc ici, la réponse, ça peut être qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous ferez ou qu'est-ce que vous... Voilà, c'est plus une réflexion que chose. Voilà la réponse. C, B, C. Très bien. OK. Ça aussi. Quentin. Oui, ça marche. Vas-y. Et Pardon. donc, bon, vous avez deviné sûrement que bah, la réponse A, c'était niveau 1. La réponse B, elle est niveau 2 et la réponse est niveau 3. Voilà, donc si vous avez répondu que vous faites normalement B, bah, la prochaine fois, peut-être vous pouvez faire 3 et comme ça. On va avoir un deuxième exemple dans la prochaine question. Vous voulez préparer vos apprentis à travailler avec des outils IA sur les terrains. Et que faites-vous? A, vous développez un programme de formation qui inclut la personnalisation d'outils IA en fonction des besoins spécifiques des entreprises partenaires. B, vous organisez une présentation sur les bases de l'utilisation des outils IA. Ou C, vous proposez des ateliers pratiques où les apprentis utilisent les outils IA pour résoudre des situations professionnelles. Ok, super. Ils sont tous C pour l'instant. Un lien B aussi. Ok. Très bien. Bah, si, Quentin, si on voit les résultats, voilà. Donc, la plupart d'entre vous, vous avez sélectionné, disons, un niveau 2 à approfondir. Et la UNESCO propose développer un programme de formation pour, disons, pour faire un niveau 3. Et voilà. Et donc, on a personne dans le niveau 1, donc c'est très bien. Et la dernière question, troisième situation. Lors d'une évaluation, un apprenti utilise l'outil IA pour rédiger un rapport. Quelle est votre réaction? Donc, A, vous évaluez la pertinence et l'originalité des rapports IA et discutez avec l'apprenti de son processus de réflexion. Ou B, vous élaborez un protocole d'évaluation qui intègre explicitement l'utilisation critique et responsable de l'IA. Ou C, vous demandez à l'apprenti de préciser les outils utilisés et vérifier la conformité avec les consignes. Alors, vous avez remarqué, il y a des pièges, hein. Le niveau 3 n'est pas forcément Oui, la réponse C. oui, c'était juste la première question, mais après... Et on a des BA, ok. Bon, on peut passer aux réponses. Donc, vous avez dit surtout les A. Donc, vous êtes encore une fois, oui, dans les niveaux 2. Et les niveaux 3, en fait, ce qu'ils proposent, c'est de créer un protocole, disons, avant le lancement du projet pour dire aux étudiants que oui, ils peuvent utiliser la IA, mais
selon un protocole déjà établi. Mais concrètement, de ça, Quentin va nous parler un peu plus en détail après sur ces sujets de la réaction à l'heure d'utiliser la IA pendant les projets ou les cours, pendant les cours. Et si on passe après, Juste, ouais, j'insiste oui, sur ce slide-là parce qu'il est vraiment super intéressant, pour la suite notamment. On a bien vu que le niveau 1, c'est déjà de demander au moins à l'apprenti de préciser ses outils et de voir s'il les a bien utilisés en conformité avec les consignes. Le niveau 2, c'est d'évaluer la pertinence et de discuter du processus de réflexion et des apports de l'IA, qui est aussi un peu intéressant, prendre du recul sur la réponse de l'IA et son apport ce que produit l'étudiant. Et le niveau 3, effectivement, carrément inclure dans l'évaluation l'utilisation critique et responsable de l'IA. oui. Donc en résumé, j'ai pris ces tableaux du référentiel pour vous montrer bien, voilà, en résumé, les aspects, les niveaux des progressions, tant qu'enseignant ou des créateurs de contenu pédagogique. Euh, il y a les aspects dont on a parlé un peu avant et les niveaux des progressions. Ici, vous voyez un peu que le niveau 1, en fait, c'est plus la connaissance, de prendre connaissance de ce qu'il y a à niveau état d'esprit, éthique, fondamentaux pédagogiques, au développement professionnel. Le niveau 2, c'est l'application. Et niveau 3, c'est la création ou la responsabilité sociale, co-créer des règles éthiques voilà, et passer vraiment à l'action. Faciliter aussi une transformation professionnelle aux membres aussi de l'établissement où vous travaillez. Voilà, ces niveaux, en fait, sont une feuille de route progressive pour les développements professionnels pour les besoins actuels des enseignants et ça définit un peu les étapes à attendre avec des objectifs assez clairs. Si jamais, voilà, si vous voulez voir un référentiel, vous verrez que c'est très, très détaillé par rapport à qu'est-ce qu'il faut apprendre ou faire dans chaque étape. Aussi, il faut prendre en compte que, bon, pardon, la prochaine slide. Oui, voilà, que dans ces référentiels, l'UNESCO recommande deux choses que j'ai considérées assez importantes à prendre en compte. Et la première, c'est que oui, qu'il faut intégrer les compétences liées dans tous les niveaux de l'éducation, euh, parce que aussi ça peut garantir un accès universel à Internet, parce que les 35% de la population mondiale n'a toujours pas accès. Heureusement, ben, là en France, ce n'est pas vraiment le cas. Euh, mais bon, ça peut encourager justement à que ça arrive pour tout le monde. Et aussi faire attention à l'utilisation de l'IA pour l'impact environnemental qu'elle a. Parce que le secteur numérique aujourd'hui représente environ 4% des émissions mondiales de CO2. Et l'UNESCO recommande aussi d'éviter trop compter sur l'IA notamment pour résoudre des problèmes systématiques comme la pénurie d'enseignants ou les manques d'infrastructures que la technologie ne peut pas remplacer. Et ce sont des défis qui nécessitent des solutions concrètes et d'investissement de la part, par exemple, des gouvernements. Et voilà, donc et ça, on a fini l'introduction, on va dire. Voilà, c'est ça, c'était vraiment le cadre des usages et le cadre international de l'IA. On va pouvoir commencer à parler des impacts de l'IA sur la pédagogie. Il va y avoir pas mal d'infos, ça va être assez dense. Donc le but, c'est pas de tout retenir, bien sûr, et de tout noter. C'est de comprendre un peu ce que dit la science par rapport à l'impact de l'IA sur la pédagogie en général. Alors d'abord, une question, on va faire très rapidement. Euh, D'après vous, l'utilisation de l'IA par les élèves, c'est une triche ou une opportunité? Et vous pouvez nous dire pourquoi en quelques mots dans le chat. Donc l'utilisation de l'IA par les élèves, est-ce une triche ou une opportunité? Dites-nous pourquoi dans le chat.
Donc Latifa, tu nous dis, c'est une opportunité parce que c'est une aide plus efficace et rapide. Une opportunité pour leur élève, car ça peut leur permettre d'ouvrir leur réflexion, comme une discussion avec un père. Pour Michael, une opportunité pour progresser de manière plus consistante. On a peut-être légèrement biaisé aussi les réponses à cette question avec ce qu'on a dit juste avant sur l'UNESCO, qui est bien loin de vouloir interdire les usages de l'IA, bien sûr, dans l'éducation. A priori, en tout cas, vous êtes plutôt d'accord sur le fait que c'est une opportunité. N'hésitez pas d'ailleurs, si pendant la présentation vous avez des questions, si vous souhaitez donner votre avis, vous pouvez aussi dans le chat directement. Pour Frédéric, c'est une opportunité de développer de nouvelles compétences, ça facilite le travail. Néanmoins, ils doivent toujours garder leur esprit critique, ce qui n'est pas toujours évident pour des étudiants. Oui, c'est très juste ce que tu dis, Frédéric. Tu as résumé le webinaire. Je pense que tu as spoilé la fin. Donc, bon, on peut peut-être tous rentrer chez nous. Non, non, ça va être quand même un petit peu plus complexe que ça. Allez, on va passer à la suite. Donc, plutôt une opportunité pour vous, finalement. Alors, première partie voilà, première sous-partie de cette première partie. Voyons ensemble, est-ce qu'on peut considérer l'intelligence artificielle comme un outil pour tricher? Pour ça, moi, je vous invite à vous référer à cette personne, Ethan Mollick, qui est professeur associé à la Wharton School, donc une grande école américaine, co-directeur du Generative AI Labs. Il a aussi écrit un livre super intéressant, Co-Intelligence, Living and Working with AI, et il est auteur d'un Substack, donc d'une newsletter, en gros, qui n'est pas du tout mensuelle, qui est quand il veut, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui vulgarise énormément. Et voilà, ça s'appelle One Useful Thing. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant à suivre, même sur les réseaux sociaux, il prend beaucoup la parole. Donc c'est intéressant. Donc c'est lui qui a utilisé le mot pour la première fois, l'expression The Homework Apocalypse. C'est cette réalité imminente où l'intelligence artificielle pourrait accomplir la majorité des devoirs à la maison traditionnels. Donc si l'IA peut faire tous les devoirs à la maison traditionnels, ça veut dire que ces devoirs deviennent inefficaces en tant qu'outil d'apprentissage et moyen d'évaluation. Et commençons par un gros chiffre directement. Oui, l'intelligence artificielle a la capacité de faire les devoirs des élèves. Aujourd'hui, c'est un fait indéniable. Donc, quelle que soit l'intelligence artificielle utilisée, on peut atteindre au moins 80% du score nécessaire pour des principaux tests standardisés américains. Donc, en gros, l'équivalent du bac, les équivalents des tests de langue, les équivalents des tests d'admission en école de droit, etc., etc. Donc voilà, au moins 80%, et la plupart du temps, c'est plus que ça. Avec des combinaisons de modèles, si on utilise Claude pour un certain aspect, GPT-4 pour un autre, etc., on peut même atteindre des 100%. 100% de score pour des entrées dans des grandes écoles, etc. Sachant que pour la plupart des grandes écoles, en tout cas pour les écoles de droit, pour être admissible dans le top 25, il faut 58% pour être admissible. Ça ne veut pas dire qu'on est admis, ça veut dire qu'on est admissible. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, l'IA a très clairement la capacité de faire les devoirs à la place des élèves. Un autre chiffre, enfin deux autres, l'adoption de l'IA chez les élèves aux États-Unis en 2024. On considère donc une grosse étude qui a montré ça. 82% des étudiants de fac utilisent l'IA, donc 8 sur 10, et plus de 7 sur 10 pour les élèves de K-12. Donc K-12, c'est de la maternelle au lycée. Le problème, c'est que pour les élèves, le recours à l'IA n'est pas toujours de la triche, alors que pour de nombreux enseignants, il est considéré comme tel. Et alors pourquoi les élèves ils vont tricher? C'est pas nouveau la triche, mais du coup, pourquoi tricher spécifiquement avec l'IA? D'abord, tout simplement parce que la réussite scolaire, c'est un grand enjeu pour les élèves. C'est quelque chose, voilà, ils ont une grande pression par rapport à ça, s'ils veulent réussir dans la vie, s'ils veulent avoir un bon métier. Donc il y a de l'enjeu, donc ils vont être susceptibles d'aller chercher à améliorer leurs résultats, quel que soit le moyen. Et puis la deuxième raison, ça va être aussi le coût de l'effort mental. Et ça, il y a plusieurs études qui le montrent, notamment une méta-analyse en 2024, une très grosse méta-analyse. Méta-analyse, c'est le plus haut niveau de preuve scientifique.
qui a révélé que l'effort mental est généralement perçu comme désagréable. On pourrait croire que généralement, on va plutôt se dire, OK, on fait un effort, donc c'est bien, je suis en train de m'entraîner, je suis en train de devenir meilleur, et que pas du tout. En fait, en général, ça va plutôt induire des sentiments négatifs tels que de la frustration, de l'irritation ou du stress. Apprendre, c'est pas facile. Faire un effort mental pour apprendre, c'est pas facile, c'est coûteux. Et c'est en plus un cercle vicieux, ce qu'on appelle le paradoxe de l'effort. Parce que apprendre, c'est savoir que nous ne savons pas. Donc, si on se rend compte de tout ce qu'on ne sait pas, bah, c'est encore plus déstabilisant, c'est encore plus difficile. Finalement, on prend le risque de se mettre aussi dans une situation d'échec, euh, alors que vous connaissez peut-être l'effet Dunning-Kruger notamment, mais on pourrait en citer d'autres aussi dans ce champ-là, qui en gros indique qu'il y a une surconfiance, on a une surconfiance dans les sujets qu'on ne connaît pas. On a l'impression de savoir plus de choses dans les sujets qu'on touche à peine du doigt et qu'on ne connaît pas vraiment. Donc finalement, plus on va faire des efforts, plus on va se rendre compte qu'on ne sait pas de choses, qu'on n'en sait pas beaucoup, et plus bah, ça va nous renforcer dans le fait que peut-être ça ne sert à rien de faire des efforts, que de toute façon c'est trop difficile. Donc être confronté à des défis favorise l'apprentissage, mais cela met également en lumière tout ce que nous ignorons, ce qui peut nous donner un sentiment d'ignorance, effectivement. On voit à droite un graphique où là on a même c'est un effet assez marrant, c'est que donc, ils ont comparé des élèves qui ont fait avec deux niveaux d'engagement dans un cours, un niveau d'engagement très actif, donc où le prof, l'enseignant sollicite énormément les élèves et leur demande de s'engager à plein de moments, de participer au cours, de réaliser tout un tas d'exercices, de faire beaucoup de pratiques et tout ça. Et un autre cours où c'est un cours très passif, du style cours magistral, comme on peut avoir à la fac. Et on voit que à la fin, donc en gris clair, c'est le cours magistral, les résultats au score à la toute fin du cours sont bien meilleurs pour ceux qui ont un engagement actif. Tous les élèves qui ont fait beaucoup de pratiques, qui ont été très engagés dans les cours, ont des résultats bien meilleurs à la fin au test final que ceux qui ont été passifs pendant le cours. Par contre, si on se base uniquement sur ce que les élèves ont perçu du cours, ils ont trouvé le cours beaucoup plus agréable, ils ont eu l'impression d'avoir beaucoup plus appris et ils ont l'impression que l'enseignant a été beaucoup plus efficace dans son enseignement s'ils ont été passifs. Donc finalement, le fait d'être passif en classe, qu'on les sollicite pas trop, qu'ils soient dans une espèce de confort où on leur demande de faire le moins d'efforts possible, les conduit à être plus satisfaits, à avoir davantage l'impression d'avoir appris des choses. Ils ont l'impression d'avoir appris, alors qu'ils ont des moins bons scores au test final, mais ils ont l'impression d'avoir plus appris et l'enseignant est perçu plus efficace aussi. Donc il y a en plus un espèce d'effet, nous au niveau des écoles, si on se base uniquement sur la satisfaction des élèves, attention, ça peut être aussi un faux indicateur. Un quiz, du coup, d'après vous, détecter la triche avec l'intelligence artificielle. Réponse A, c'est possible à l'œil nu. On n'est pas débile quand même. Réponse B, c'est possible avec une autre intelligence artificielle entraînée pour ça. Hein, on peut détecter la triche avec une autre intelligence artificielle entraînée pour ça. Réponse B. Réponse C, c'est impossible de détecter avec précision si un texte a été produit par l'IA ou non. Réponse D, en vrai, il y a moyen. C'est vraiment nul comme blague, j'ai un peu honte. Ok, alors Hélène répond réponse D pour la blague. Tu as le droit de revoter du coup. Donc pour Frédéric, c'est la réponse A, donc c'est possible à l'œil nu. Pierre, réponse C, c'est impossible. Laure-Hélène, réponse B, on peut avec un outil, avec une autre IA. La bonne réponse était la réponse C. C'est impossible de détecter avec précision si un texte a été produit par l'IA ou non. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, est-ce qu'on peut détecter du faux texte, donc du texte généré par l'IA à l'œil nu? Donc là, il y a plusieurs études qui l'ont montré, j'en cite trois. Donc la première, les premiers enseignements, c'est les enseignants déjà n'y arrivent pas. Donc les profs qui ont fait des études scientifiques, on voit qu'ils n'y arrivent pas du tout. Donc d'abord, l'IA générative, elle peut simuler l'écriture d'une manière indétectable pour les profs. Ils n'arrivent pas à détecter, à faire la différence entre du faux texte et du vrai texte. Ils surestiment leur capacité à détecter à l'œil nu. Hein, les profs ont l'impression qu'ils vont y arriver. Ils ont l'impression que c'est facile de détecter l'IA à l'œil nu, alors que c'est faux, ils n'y arrivent pas en réalité. Et ils évaluent plus positivement des écrits générés par l'IA, qui ont tendance à être évalués comme écrits par des humains, en fait. C'est pas très clair, ma phrase. Ils évaluent.
Voilà, bon, en gros, ils évaluent plus. La phrase, elle n'a aucun sens. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'ils évaluent plus positivement les écrits générés par l'IA que ceux générés par des élèves, par des étudiants, par des vrais élèves. Donc, c'est quand même un problème. Une autre étude qui montre que quand on s'attache à des professionnels de la linguistique, donc des professionnels des professionnels de la rédaction, des lecteurs et des éditeurs de grandes revues américaines, on voit qu'ils n'y arrivent pas non plus à distinguer l'IA de faux texte du vrai texte. En gros, le taux global d'identification correcte dans cette étude, c'est à peu près un peu moins de 40%. Il y a aussi un autre problème qu'on a déjà vu, c'est que globalement, un texte bien rédigé par une IA est souvent jugé plus humain que celui qui est écrit par une vraie personne. C'est quand même dommage. Donc on est vraiment très mauvais pour détecter les faux textes à l'œil nu. Est-ce qu'on peut proposer du faux texte à un détecteur de faux textes du style 0GPT? C'est un détecteur qui existe facilement accessible en ligne. Voilà, moi par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait produire du texte par ChatGPT. C'est le texte qui a en violet là à gauche. J'ai mis dans 0GPT, il m'a dit que c'est 100% rédigé par un humain. Donc, au moins, c'est très clair comme ça. J'en demandais même pas tant dans ma démonstration. Il y a aussi une étude qui a essayé de voir si on pouvait demander à ChatGPT, hein, une étude voilà, de 2023, et il se trompe 95% du temps, hein. De toute façon, il ne fonctionne pas comme ça, ChatGPT, hein, c'est pas un détecteur de faux textes, donc c'est normal qu'il se trompe. Mais vous ne pouvez pas demander à ChatGPT de vérifier si un texte a été produit par ChatGPT, c'est pas possible. Un peu plus complexe, on va passer rapidement, hein, c'est pas le but d'aller plus loin, mais c'est quand on essaie d'utiliser des IA pour rendre indétectable du texte ou rendre détectable du vrai texte. Donc il y a plusieurs choses. On peut essayer de paraphraser, par exemple, utiliser un LLM pour paraphraser du texte afin qu'il puisse passer les détecteurs. Mais en fait, on peut très bien rendre indétectable du faux texte, ça marche extrêmement bien. Il y a une autre technique pour rendre détectable du texte, c'était un moment où on en parlait, c'est ce qu'on appelle le watermarking, c'est-à-dire mettre en gros un marquage particulier, je vais le dire comme ça, sur le texte qui est produit par l'IA, pour que les détecteurs de texte voient qu'il y a ce marquage-là dans le texte, dans le code. Et en fait, on peut facilement demander à une IA de supprimer ce watermark-là. Donc, de toute façon, même si, admettons, ChatGPT mettait en place ce watermark, il pourrait être très facilement enlevé. Et puis, en plus, le problème, c'est qu'on pourrait très facilement aussi en rajouter du watermark sur du vrai texte, pour faire croire qu'un quelqu'un qui a produit un texte, finalement, s'est appuyé sur une IA et pour jeter l'opprobre sur cette personne-là. Donc, ça ne marche pas non plus, hein. Même les outils qu'on a à notre disposition, d'un point de vue technique, ils ne fonctionnent pas non plus. En résumé, le homework apocalypse, comme dit Ethan Mollick, c'est cette réalité imminente, hein, on l'a vu déjà tout à l'heure, hein, c'est exactement la même citation de tout à l'heure, où l'IA pourrait accomplir la majorité des devoirs à la maison traditionnelle. Donc voilà, maintenant, on est clair, l'IA, elle peut. Elle peut réussir les devoirs et on ne peut pas la détecter. Donc problème, gros impact de l'IA sur la pédagogie. À l'ère de l'IA, les devoirs à la maison ne peuvent plus être des outils d'apprentissage ni des moyens d'évaluer les compétences. Tout cas, pas des outils rigoureux, c'est-à-dire que c'est vraiment, s'il y a des gens qui veulent utiliser qui veulent faire les devoirs à la main, c'est très bien pour eux, mais on ne pourra pas s'assurer que les élèves vont vraiment réaliser le travail qu'on leur a demandé. Laure-Hélène, du coup, tu nous dis, j'avais rencontré quelqu'un qui bossait là-dessus, il a enlevé des mots dans le texte au hasard et demandé à l'IA de remplir. Si tout était identique, c'est que c'était généré par l'IA. Après, c'était il y a plus d'1 an. Ouais. Mais tu sais que si tu demandes plusieurs fois à l'IA de faire la même chose, elle te produit des réponses différentes. Donc bon, après, c'était peut-être une piste, effectivement, à l'époque, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vous parle vraiment d'études scientifiques. Je peux vous donner d'ailleurs les sources, elles sont dans les slides, si vous voulez. On va passer sur la deuxième partie, maintenant, du webinaire. C'est les cas Oui. d'usage à l'école multimédia. Voilà, donc moi, pour faire l'introduction par rapport à l'école multimédia, bon, nous essayons d'adopter quand même une démarche responsable et réfléchie face à l'IA. On met de l'accent sur l'éthique, l'esprit critique. Donc c'est pour ça que nous enseignons l'importance de la réflexion humaine. Donc l'IA est un outil. Mais la créativité et les jugements humains doivent toujours guider les projets des étudiants. Et les enjeux éthiques, comme le respect des données personnelles, la lutte contre les biais algorithmiques de l'IA et anticiper les impacts sociétaux de son utilisation, et aussi
On essaie d'encourager la collaboration autour de l'IA à l'école, une réflexion collective entre enseignants, coordinatrices pédagogiques, responsables des communications aussi pour identifier, intégrer les meilleures pratiques et en restant quand même attentif aux évolutions des technologies en général et de l'IA particulièrement. Avec cette approche, en fait, on veut maximiser les bénéfices pédagogiques de l'IA et les mettre au service des élèves. Et bon, en fait, l'objectif général de tout cela, c'est préparer les étudiants à relever des défis technologiques avec une vision qui recherche aussi les entreprises d'aujourd'hui et avoir aussi les donner les moyens de concevoir les solutions de demain en conciliant des compétences techniques et aussi éthiques. Et Quentin, Ouais, je te laisse ok. continuer. Merci. Euh, du coup, effectivement, le premier réflexe d'une école, si vous bossez dans une école, si vous êtes responsable de formation aujourd'hui, si vous êtes prof, ça doit être d'amorcer la réflexion sur les usages de l'intelligence artificielle par les élèves et par les enseignants. Voici quelques-unes de nos pistes qu'on peut vous donner aujourd'hui, et notamment en fonction de tout ce qu'on vous a raconté avant. Des pistes très simples. Piste 1, ne pas interdire d'utiliser l'IA. Non pas parce que l'IA est forcément pertinente en pédagogie, mais parce que c'est inutile aujourd'hui d'essayer d'interdire l'IA. Piste 2, ne pas chercher à détecter la triche par l'IA. Alors ça, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ça à l'instant, on ne va pas y revenir. C'est impossible de détecter la triche par l'IA. Piste 3, donner des cours spécifiques aux étudiants sur l'usage de l'intelligence artificielle et de ses limites. Ça, on l'a vu, notamment via le cadrage de l'UNESCO. Piste 4, acculturer les étudiants sur les effets délétères de l'IA sur l'apprentissage, c'est-à-dire qu'utiliser l'intelligence artificielle comme une béquille dans l'apprentissage, c'est-à-dire ne pas faire d'efforts, l'utiliser pour ne pas faire d'efforts cognitifs. Ça ne marche pas. C'est l'effort qui fait apprendre en fait en réalité en pédagogie. Donc si on utilise l'IA pour ne pas faire d'efforts, ça ne fonctionne pas. Cinquième piste, encourager les enseignants à utiliser l'IA pour favoriser l'effort mental. C'est la continuité bien sûr de la piste précédente. Donc là, on a notamment 4 façons d'utiliser l'IA qui sont proposées par Ethan Mollick d'ailleurs et qu'il a beaucoup documenté et sur son blog. Il propose aussi des prompts directement pour ça dans son module de ressources, etc. Tout est accessible gratuitement. Vous pouvez vraiment aller chercher ça directement et l'utiliser demain. C'est notamment utiliser l'IA comme un tuteur. Donc là, l'IA te pose une question, tu lui réponds et elle te corrige, comme un espèce de tuteur personnalisé, un coach personnalisé. Euh, Utiliser l'IA comme un apprenant. C'est-à-dire là, l'idée, c'est d'apprendre un truc à l'IA. Je te dis par exemple, tiens, Quentin, explique-moi la gravité. Et moi, utilisateur, je vais répondre à l'IA et lui dire, OK, la gravité, c'est, je sais pas quoi, le noyau de la Terre qui attire les forces. Je n'aurais même pas trop l'expliquer, c'est un peu honteux. Mais voilà, en gros, et elle me corrigerait ensuite, elle pourrait me proposer ensuite en conclusion une correction. Deux autres façons de faire, c'est utiliser l'intelligence artificielle comme un coach de réflexion. Donc là, c'est plus l'intelligence artificielle te questionne sur tes expériences passées dans un domaine ou dans l'autre. Tiens, raconte-moi la dernière fois où tu as fait une négociation, où tu as négocié ton salaire. Ah bah tiens, voilà, c'était l'année dernière, pendant les entretiens annuels, j'ai négocié de telle façon, et puis ou j'ai pas osé en parler, ou etc., ou je sais pas quoi. Et du coup, après, l'IA décortique ce qu'on lui répond et donne des conseils par rapport à ça, et donne des pistes aussi de comment on pourrait améliorer les choses. Ou encore, une quatrième façon de faire, c'est ce qu'il appelle l'IA comme agent d'intégration au sens où elle pose la question de lier deux concepts complexes et du coup, l'utilisateur doit répondre et doit essayer de trouver des façons de lier ces concepts-là. En design d'expérience utilisateur, ça pourrait être essayer de lier le maquettage et le brainstorming, ou j'en sais rien, enfin voilà, de méthodologies de design d'expérience utilisateur. Et donc l'étudiant doit essayer de trouver une façon de les lier et de les expliquer. Et ensuite, l'IA lui fait une proposition aussi, lui répond, lui fait une proposition. Donc tout ça, c'est des façons d'utiliser l'IA dans la pédagogie qui sont intéressantes dans le sens où ça favorise l'effort mental. C'est basé sur le fait de demander à l'étudiant de produire un effort mental. Piste 7, encourager les apprenants à utiliser l'intelligence artificielle dans leurs projets en détaillant la méthodologie employée. Ça, on l'a vu, c'était le niveau même 1 de l'UNESCO.
c'était à chaque fois de dire au moins aux étudiants, bah, dites-nous, si au lieu de se cacher derrière son petit doigt, c'est si vous utilisez une intelligence artificielle, dites-nous laquelle, donnez les prompts, etc., etc. Et on en parle ensuite. Et soyez même ayez peut-être même un regard critique sur ce qu'elle vous a proposé, etc. Quelques exemples maintenant de réalisation. On ne va pas bouder le plaisir de vous montrer quelques réalisations de nos étudiants sur faites des choses faites avec l'intelligence artificielle, puisque c'est quelque chose qu'on prône à l'école multimédia. Alors je dis nos étudiants, mais ce n'est pas forcément toujours les miens, puisque comme je l'ai dit au début, je suis référent du parcours UX Design. Euh, et là, on va voir plutôt des choses faites plutôt en direction artistique. Je vais repartager mon écran. Hop. Donc là, voilà, vous voyez mon écran à nouveau. Euh, Ici, on est sur un projet d'un manga qui a été fait dans le cadre d'un projet en direction artistique et qui, du coup, montre, enfin, c'est un élève en fait qui raconte son histoire à lui dans son master de direction artistique. Et donc, il raconte toute une histoire. C'est vraiment un manga du type un peu shonen, donc avec des énormes épreuves qui lui arrivent et il doit les dépasser en trouvant la force en lui, etc. C'est vraiment les ressorts classiques du manga. Une belle réalisation du coup de Bassirou Diène, qui est un ex-étudiant UX d'ailleurs, j'en profite pour le dire avec beaucoup de fierté. Hop, je vais essayer de passer, montrer ça, comme ça marche pas. Donc voilà, donc au début, il est effectivement en difficulté dans sa chambre d'étudiant. Il a du mal à réaliser une formation sur le code. Et il la rate, il rate son examen, il n'arrive pas à avoir le résultat qu'il espérait. C'est donc un grand moment où il doit partager ça avec sa famille, donc une grande difficulté bien sûr de partager ces mauvaises nouvelles. Et donc une remise en question très intense de son parcours, et où finalement il prend une grande décision après être retourné au pays, voir sa famille, de se relancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle formation. Donc c'est justement là où il prend la décision. Il est seul sur ce banc, dans ce parc. Au deuxième chapitre, il arrive. Donc là, il fait des recherches sur ce qu'il doit faire. Il passe énormément de temps à chercher ce qu'il souhaite faire. Finalement, il trouve le métier d'UX designer. Et donc, il continue à faire ses recherches, à travailler. Il rentre en formation. Hop, il montre d'ailleurs des projets au passage qu'il a fait. C'était à destination de son portfolio, effectivement, ce manga. Il montre différentes réalisations. Et c'est son portfolio qui lui a permis d'obtenir une alternance. Et voilà, et troisième chapitre du manga, il arrive directement dans la formation en UX, dans son alternance aussi. Et il travaille, voilà, il réussit ces différents aspects. Et le chapitre final, c'est assez intéressant parce qu'il finit par conclure sur le fait de réaliser, justement, grâce à l'IA, un manga sur son propre parcours, qui est la conclusion du coup de son travail. Donc on voit ici vraiment un travail qui a été fait de bout en bout par l'IA avec des utilisations techniques de l'IA. C'est pas facile de faire un manga comme ça. Alors effectivement, il y a des endroits où il y a des imperfections, mais très honnêtement, si vous êtes déjà penché sur cet exercice ou si vous souhaitez le faire demain, vous verrez que c'est pas du tout facile. Il y a tout un tas de techniques à avoir et ça demande beaucoup de travail et de persévérance. Et puis quelque chose de très personnel au final, hein, où il s'est vraiment basé sur son expérience à lui, très humaine, et la transmet au travers de ce prisme-là. Donc, un super travail. Et donc, Bassirou, si tu regardes ce webinaire, encore félicitations à toi. Un autre projet de fin d'études de Maëlle Jumel sur, du coup, Echoes of Nina Simone. Et donc, elle, ce qu'elle a proposé, c'est une expérience digitale immersive qui permet de faire une rencontre intime et inattendue avec un artiste contemporain. Donc, Nina Simone. Et donc, elle a détaillé tout le travail et tout le concept de son expérience immersive. Elle a fait toute la direction artistique, bien sûr, de ce concept-là, avec tous les outils qu'elle a utilisés pour produire le modèle, etc. Voilà. Et bien sûr, donc c'est pour un projet, hein, donc il faut faire des personnages, il y a tout un tas de livrables à réaliser, bien sûr, qu'elle a fait au travers aussi de l'utilisation de l'IA.
Donc voilà, au final, ce que ça pouvait donner, on le voit là dans l'écran à droite. Voilà, je passe rapidement pour qu'on ait peut-être encore quelques minutes pour les questions. Et un dernier exemple très très rapide. Donc là, c'est un cours que j'ai fait il y a 2 semaines à des directeurs artistiques sur les personas, sur la technique des personas en design d'expérience utilisateur. Et je leur ai lancé un défi, c'est de produire en moins de 45 minutes des personas, donc les fiches personas qui ressemblent à quelque chose. Et là, on voit dans cet exemple, alors qui est aussi imparfait, bien sûr, hein, c'est pas comme s'ils avaient passé beaucoup de temps ou s'ils étaient experts de cette technique-là, mais on voit qu'avec l'intelligence artificielle, un peu de débrouillardise, ils arrivent à produire très rapidement des personas qui sont quand même tout à fait, tout à fait qualitatifs. Donc là, tout est produit via l'intelligence artificielle, aussi bien donc, les recherches sur qui sont vraiment les utilisateurs du coup des streamings de musique, des plateformes de streaming de musique. Et ensuite, un détail de ces cas d'usage, d'utilisation, de ces habitudes, ces frustrations par une autre IA, par ChatGPT. Donc d'abord Perplexity, ensuite ChatGPT. Et puis ensuite utiliser des modules de génération d'images et bien sûr Figma Community. Donc là, c'est pas une IA, mais utiliser le template directement de Figma Community pour créer le persona.